Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très, très contente d'être là, de revenir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. J'étais venue pour une soutenance de thèse il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Donc je suis vraiment très, très heureuse d'être à Aix. Donc merci beaucoup. On va faire des choses, on n'est vraiment pas nombreux, donc du coup on va faire des choses de manière un peu informelle. Si vous voulez m'interrompre au fur et à mesure de la conférence, enfin sauf si ça pose un problème pour la caméra. Mais bon, voilà. Charlotte nous dit que non, donc Mais enfin voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des points avec lesquels vous êtes en désaccord. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc c'est vrai que, comme Estelle Brosset vient de le dire, le thème dont on avait discuté au départ était un thème assez large sur l'actualité du contentieux des relations extérieures. Et puis après avoir un peu échangé, on s'est dit que finalement ça pouvait être intéressant de se concentrer plus particulièrement sur un arrêt récent, l'arrêt commission contre conseil du 20 novembre 2018, qu'on appelle, alors il a plein de petits noms, qu'on appelle l'arrêt Antarctique, l'arrêt AMP voulant dire aire marine protégée, l'arrêt Camlar. Voilà, c'est un peu les noms qu'on lui donne, sachant que cet arrêt est très intéressant pour le droit des relations extérieures, qui va être l'angle évidemment que je vais prendre, mais il est, je crois, aussi intéressant pour les spécialistes de droit de l'environnement, et vous êtes nombreux à Aix aussi à vous intéresser à ces questions environnementales. Et du coup, je pense que voilà, ça peut être aussi une occasion d'avoir des regards un peu croisés de spécialistes de plusieurs disciplines, ou en tout cas qui ont des champs de recherche différents, d'une discussion autour de cet arrêt. Et puis, la raison pour laquelle je l'ai proposé, c'est aussi parce que cet arrêt, me semble-t-il, illustre assez volontiers un certain contexte qui est à l'œuvre depuis quelques années en matière de relations extérieures. Pour le dire autrement, il est assez révélateur, en fait, cette affaire est assez révélatrice du contexte dans lequel se déroule le contentieux des relations extérieures depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il soulève des questions juridiques qui, sans être tout à fait nouvelles, sont des questions qui ont occupé un petit peu les institutions, la doctrine ces derniers temps. Et donc l'idée, c'est un peu d'aborder des nouvelles questions qui sont portées par l'actualité du contentieux des relations extérieures sous l'angle un peu de cet arrêt, parce qu'il est assez révélateur de ce type d'évolution. Alors, quand j'évoquais le contexte, je dis il est révélateur d'un certain contexte un peu particulier. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le contentieux des relations extérieures ou de l'action extérieure, mais incontestablement, on assiste depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne à une aggravation des tensions entre les institutions de l'Union, la Commission, le Conseil, et entre la Commission et les États membres, sur les questions de relations extérieures, sur les questions d'action extérieure. Aggravation des tensions qui, vous l'avez peut-être observé, génère une explosion des contentieux. Je me suis livré à un petit calcul rapide. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, on compte pas moins d'une trentaine d'arrêts qui portent sur les relations extérieures, spécifiquement sur les relations extérieures, auxquels il faut ajouter, on va dire 6 avis, on pourrait compter 7, mais l'avis 109 a été introduit avant Lisbonne. Il a été rendu après, mais il a été introduit avant Lisbonne. Donc, auquel il faut rajouter 6 avis. Alors, je n'ai pas fait de recherche précise sur les 40 ans qui précèdent l'entrée de la construction européenne, mais je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes chiffres, le même contingent d'affaires, pour une période qui est 4 fois supérieure. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment en droit des relations extérieures à une explosion des contentieux. Et évidemment, ce n'est pas seulement une question quantitative, on peut le constater d'un point de vue quantitatif, mais c'est intéressant de voir ce que ça cache derrière, ce qu'il y a derrière cette explosion des contentieux. Cette explosion des contentieux, elle est révélatrice de l'exacerbation des tensions entre les logiques à l'œuvre qui sous-tendent le droit de l'Union d'une manière générale, mais aussi le droit des relations extérieures. Il y a une sorte de parti pris de plus en plus systématique de la part de chaque protagoniste, on va dire commission, conseil / État membre, parce qu'en général ils partagent les mêmes points de vue, commission, parlement, conseil et État membre. Voilà, il y a une sorte de parti pris de plus en plus systématique des différents protagonistes dans leur prise de position. Et alors ce qui est assez intéressant, si vous
si vous allez lire les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Kamlar, justement, dans l'affaire Antarctique, dès l'introduction, elle évoque, je vais la citer, elle évoque le fait que les questions de relations extérieures font l'objet de litiges passionnés depuis des décennies. Et elle dit, à cet égard, les positions semblent s'être durcies de manière très sensible depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Et quand elle présente les arguments du Conseil et de la Commission qui s'opposent, elle dit, je la cite parce que c'est assez illustratif de ce que je viens de dire. Elle dit les parties adverses, donc Commission-Conseil, exposent leurs arguments respectifs avec une verve étonnante. Ce qui est marrant, c'est la version anglaise. En anglais, dans la version anglaise des conclusions, c'est astonishing passion. Donc c'est encore plus fort que verve étonnante, qui est un peu plus littéraire. Donc exposent leurs arguments respectifs avec une verve étonnante. Le Conseil et certaines parties intervenantes reprochent en filigrane à la Commission de tout mettre en œuvre pour empêcher que les États agissent sur la scène internationale, tandis que la Commission reproche au Conseil de vouloir à tout prix des fondements juridiques permettant toujours aux États membres d'agir aux côtés de l'Union. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une manière de présenter l'opposition qui est pas si classique que ça en droit de l'Union. C'est-à-dire qu'en général, il y a des oppositions entre les parties dans un litige, ça c'est normal. Mais il y a un durcissement des positions qui est vraiment très, 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 très manifeste en droit des relations extérieures. Et on peut citer aussi, je le mentionne juste, vous irez voir si vous avez la curiosité, mais vous pourrez aller voir les arguments qui sont développés par les États, notamment dans une affaire qui s'appelle l'arrêt UIT, Union internationale des télécommunications, ou dans l'arrêt Cotif, sur le transport ferroviaire, qui est un arrêt de décembre 2017, où là les États, notamment l'Allemagne et la France, vont jusqu'à dénier à l'Union européenne toute compétence externe qui ne serait pas exclusive. C'est-à-dire qu'ils ont un argument et ils l'affichent tel quel. Évidemment, ça ne prospère pas devant la Cour, mais ce sont des prises de position qui, il y a encore 10 ans ou 15 ans, auraient été impensables. C'est-à-dire que les États avaient acté un certain nombre de choses et il y a une remise en cause d'un certain nombre d'acquis qui, du coup, conduisent la Commission européenne à avoir des réactions d'autant plus vives. Alors évidemment, cette exacerbation des tensions, elle est due à la réécriture du cadre juridique de l'action extérieure par le traité de Lisbonne. Ce qui d'ailleurs est en quelque sorte, il y a comme une sorte de paradoxe ici. C'est-à-dire que finalement, une des ambitions du traité de Lisbonne, et ce n'est pas propre aux relations extérieures, mais une des ambitions du traité de Lisbonne a été de rationaliser, de clarifier le cadre juridique des relations extérieures. Ça s'est traduit au niveau des compétences, évidemment, avec la codification de la jurisprudence de la Cour, les articles 216 et 3 paragraphe 2. Ça s'est traduit au niveau de la procédure de conclusion des accords externes, l'article 218, toutes choses que vous connaissez très bien par ailleurs. Et donc il y avait une volonté de rationaliser, de clarifier le cadre juridique, mais finalement, en clarifiant, en attribuant des prérogatives à chacun, en essayant de clarifier les prérogatives de chacun, finalement, le traité de Lisbonne a contribué à revendiquer, à exacerber les revendications des institutions et des États. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous donnez des droits à chacun, et plus les titulaires de droits veulent se voir reconnaître les droits dont ils jouissent. Et alors que le droit des relations extérieures, notamment procédural, était auparavant extrêmement politique, donc extrêmement consensuel, il y avait une pratique, il y avait des pratiques, il y avait pas mal d'accords interinstitutionnels ou de pratiques non écrites, notamment pour toute la procédure de conclusion des accords externes. Il y a énormément de choses qui ont été codifiées par le traité de Lisbonne et qui, du coup, par effet de contre-coup, c'est là où peut-être il y a un paradoxe, par effet de contre-coup, entraîne exacerbe les revendications de chacun et du coup rend nécessaire un appel permanent au juge. Ce qui n'est pas un bon signe. Quand on a besoin en permanence du juge pour éclairer les dispositions du traité, et quand on a besoin en permanence du juge pour donner et répartir les pouvoirs de chacun, c'est pas très bon signe de l'état de santé du droit des relations extérieures aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a vraiment un activisme contentieux de la Commission. Et à cet activisme contentieux de la Commission répond une volonté assumée des États de se réapproprier l'action conventionnelle de l'Union. Et on a cette tension qui s'opère et qui se greffe sur la réécriture du cadre juridique de l'action extérieure. Est-ce qu'au-delà de la codification lisbonnienne, qui peut être un des facteurs d'exacerbation,
Le contexte en lui-même, la nature des accords conclus ces dernières années n'explique pas finalement cette exacerbation des États, parce qu'on a des accords globaux qui finalement portent sur toute une série de chapitres sur lesquels les tensions des États, les prises de position des États peuvent être très, très, très importantes. Je pense à l'accord CETA en matière d'environnement. Oui et non. Enfin, oui, mais c'est pas forcément les tensions qui du coup s'exercent devant le juge. C'est-à-dire que les accords globaux, ils ont posé un problème de compétence qui a été résolu par l'avis de 15, et ils ont posé un problème au regard de l'ISDS, enfin du mécanisme de règlement des litiges, investisseurs-État, qui a été réglé par l'avis 17. C'est tout. C'est-à-dire qu'après, ce qui par contre... par exemple, un des problèmes qui est le plus souvent posé au juge, c'est l'article 218. La mise en œuvre de l'article 218. D'ailleurs, tous les avocats généraux qui se confrontent au problème réclament à corps et à cri un accord interinstitutionnel sur la mise en œuvre de 218. Parce que c'est toutes les dispositions de 218, du premier paragraphe jusqu'au dernier paragraphe, peut-être pas le paragraphe 11, parce que c'est celui qui est relatif à la compétence de la Cour, et encore, il y a encore des questions sur l'étendue de la compétence de la Cour, le jour où elle sera saisie d'un accord PESC sur le fondement de l'article 218, paragraphe 11, la question se posera de savoir quelle est l'étendue de sa compétence dans ce domaine. Mais toutes les dispositions de l'article 218, qui a été beaucoup réécrit par rapport à l'ex-article 300, font l'objet de contentieux. 200 paragraphes 1, paragraphe 2, paragraphe 3, sur les directives de négociation. C'est pareil, les directives de négociation, c'était pas codifié avant la pratique des directives de négociation. Il y avait des petites choses dans le traité antérieur, Maastricht, Amsterdam-Nice, mais c'était pas codifié. Le fait de l'avoir codifié, ça a obligé la Cour à préciser qu'est-ce que c'est qu'une directive de négociation, qu'est-ce que ça veut dire pour la Commission de rendre rapport au Conseil, quel est le rôle du comité spécial. Un jour, la question va se poser de savoir qu'est-ce que c'est qu'un chef d'équipe de négociation. On a dit l'article 218 paragraphe 6, enfin je m'éloigne un peu, mais l'article 218 paragraphe 6, ça a été la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un accord exclusivement ou principalement PESC. C'est une notion qui n'était pas avant dans les traités antérieurs. Donc en fait, il y a eu toute une réécriture du cadre juridique de l'action extérieure, du cadre procédural, et même du cadre des compétences, parce que la codification, l'article 216, l'article 3, paragraphe 2, ça ne va pas de soi les interprétations des dispositions. Et toute cette réécriture du cadre juridique a rendu nécessaire des tas de clarifications par le juge. Alors qui ne sont pas étonnantes compte tenu du fait qu'on a des nouvelles dispositions, mais dans lesquelles il y a eu une augmentation des contentieux et des tensions assez vives. Qui, là où je te rejoins, c'est sur le côté plus global, c'est-à-dire qu'effectivement, ces tensions, elles sont révélatrices d'une évolution, mais qui du coup n'est pas propre à l'action extérieure, qui est une évolution de l'Union dans son ensemble, qui est qu'il y a au sein de l'Union des tensions plus grandes entre les logiques d'intégration et les logiques de préservation des souverainetés. Mais ça, c'est pas propre au droit des relations extérieures. Mais par contre, ce qui est peut-être plus spécifique au droit des relations extérieures, c'est qu'il y a un substrat textuel nouveau sur lequel ça se greffe. D'accord. Mais il n'y a pas un changement pour toi de nature des accords qui correspondent grosso modo à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, pour des raisons qui seraient des raisons purement de coïncidence historique, et qui renforcent des tensions qui s'exprimaient dans les couloirs de la diplomatie et là qui s'expriment devant le juge. Est-ce que pour toi il y a un changement? Mais pour moi ça ne s'exprime pas devant le juge, ça ne s'exprime pas tellement devant le juge, ça s'exprime à la limite plus devant les juges nationaux que devant le juge de l'Union. C'est-à-dire que c'est plus le Conseil constitutionnel français ou la Cour constitutionnelle allemande qui sont saisis de ces questions-là, plus que la Cour de justice. Alors oui, il y a l'avis 17 et l'avis de 15, je suis d'accord, et je ne veux pas les minimiser, mais ces accords-là, ils sont importants, ils sont évidemment très très importants. Ils ont évidemment un impact qui est sans commune mesure par rapport à tout ce qui a pu être fait avant dans le cadre du commerce, en tout cas des accords commerciaux. Mais du point de vue des problèmes qu'ils posent en termes d'interprétation du cadre juridique des relations extérieures stricto sensu, pas tant que ça. Une fois qu'on a clarifié les compétences, et puis il y a la question des tribunaux d'arbitrage, enfin des tribunaux d'investissement. Oui, non. Non, mais c'est intéressant. Alors, l'affaire en question, je ne sais pas si vous l'avez un peu en tête, je vais vous la rappeler rapidement de quoi il s'agit dans cette affaire, ou plutôt dans ces affaires, puisque ce sont deux affaires jointes.
Donc pour ceux qui... Ce sont deux affaires qui sont les affaires, je vous donne les numéros si vous voulez, C626-15 et C659-15. Je ne sais pas si vous les aviez notés. Alors en fait, ce sont deux recours en annulation qui ont été portés par la Commission, qui visent en fait deux décisions qui approuvent la soumission de plusieurs propositions au nom de l'Union et de ses États membres, c'est ça qui est important, au nom de l'Union et de ses États membres, plusieurs propositions de la Commission au nom de l'Union et de ses États membres dans une commission internationale qui s'appelle la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, qu'on appelle la CAMLAR, plus raccourci, la dite commission étant établie par une convention internationale de 1980 qui s'appelle la Convention de Canberra, à laquelle l'Union est partie, ainsi que certains de ses États. 12 États membres, je crois, font partie de cette convention, qui elle-même, Convention de Canberra, qui fait partie d'un système conventionnel plus global, qui s'appelle le traité de l'Antarctique, le système conventionnel de l'Antarctique, et donc qui vise à assurer, alors la CAMLAR, elle vise à assurer la protection des ressources marines vivant dans les eaux de l'Antarctique, et à instituer, pour la protection de ces zones marines, à instituer des aires marines protégées au sein de la zone de l'Antarctique. Alors les deux décisions en cause, c'était deux décisions, je vais tronquer un peu parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, il y en a une, c'est une décision du Coreper, etc. Mais bon, on ne va pas s'intéresser à cette question-là qui pose un problème de pur contentieux, de recevabilité d'un recours en annulation. C'est une décision en fait du Conseil qui approuve de 2015, qui approuve un document de réflexion et qui est relative à la création la proposition de création d'une aire marine protégée dans la mer de Weddell, et une autre décision de 2016 qui approuve la création la proposition de création de 3 aires marines protégées et de zones spéciales destinées à l'étude scientifique, pour des raisons d'étude scientifique de l'espace maritime concerné. Alors, ces deux décisions, elles se fondent sur elles n'ont pas de base juridique directement dans le traité. Elles ont pour base juridique une décision du Conseil qui date de 2009, actualisée en 2014, qu'on appelle la position pluriannuelle, et qui établit une procédure simplifiée pour l'élaboration par le Conseil des positions qui doivent être adoptées par l'Union au sein de la CAMLAR quand elles relèvent de la pêche. Il n'y a pas de règle vraiment précise quand ça relève d'autres domaines que de la pêche. Donc le point de contentieux ici, la raison, le point de contentieux entre la Commission et le Conseil n'est pas de savoir si l'Union a ou pas la compétence pour conclure, parce que tout le monde est d'accord pour conclure ou pour adopter les décisions, tout le monde est d'accord pour dire que l'Union a la compétence. La question est assez technique en fait, il s'agit de déterminer au nom de qui les positions devaient être soumises à la CAMLAR, à la Commission pour la protection de la faune et de la flore marine en Antarctique. Est-ce que les positions ont été faites au nom de l'Union et des États membres, et la Commission le conteste et considère que les positions auraient dû être déposées au nom de l'Union toute seule. Pourquoi ? Parce que la Commission considère que les deux décisions relèvent de la compétence exclusive de l'Union, au moins à 2 titres. D'abord, au titre de l'article 3, paragraphe 1er du TFUE, et en particulier dans la mesure où elle relèverait de la pêche, de la politique commune de la pêche, c'est la conservation des ressources biologiques de la mer, si vous avez un peu le texte du traité en tête. Donc, ça c'est le premier titre. Ou si ce n'est pas au titre de la pêche, au titre de l'article 3, paragraphe 2, c'est-à-dire l'exclusivité par exercice d'une compétence externe, dans la mesure, donc soit au titre de l'article 3, paragraphe 1, soit au titre de l'article 3, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont, ces deux décisions, où elles seraient, selon la Commission, susceptibles d'affecter des règles internes ou d'en altérer la portée, confère critère de la jurisprudence AETR, codifié par le traité de Lisbonne, et en particulier, elles seraient susceptibles d'affecter ou d'altérer la portée de 2 règlements de 2004 qui concernent des mesures techniques et de contrôle applicables aux activités de pêche dans les zones couvertes par la CAMLAR. Donc pour la Commission, c'était une compétence exclusive, soit pêche, soit environnement, mais rendue exclusive par exercice préalable de la compétence. Et donc l'Union devait présenter les positions toute seule. Le Conseil, évidemment, n'est pas d'accord.
Et il considère que ça relève de la compétence de l'Union en matière d'environnement, et que donc, en tant que compétence partagée, l'environnement autorise une action conjointe de l'Union et des États. La Cour va rejeter le recours de la Commission, donc elle va donner raison au Conseil, si je puis dire. Elle va rejeter le recours de la Commission et elle va considérer que les deux décisions relèvent bien de l'environnement. Et donc sur ce point, elle suit d'ailleurs les conclusions de son avocat général Cocotte. On verra un peu plus tard qu'elle ne l'a pas suivi sur tous les plans, mais que sur ce point-là, sur la conclusion de ce point-là, elle le suit. Et elle considère que, et c'est là, je vous lis la fin de l'arrêt, parce que c'est ça qu'on va le plus commenter, dans le cadre spécifique du système conventionnel sur l'Antarctique, l'exercice par l'Union de la compétence externe en cause dans les présentes affaires qui exclurait les États serait incompatible avec le droit international. Donc elle considère que c'est le respect du droit international qui doit gouverner, ou en tout cas qui doit déterminer la manière dont l'Union européenne va exercer ses compétences partagées. On est face à un contentieux assez classique de base juridique, deux institutions qui s'opposent, environnement, pêche. Pour vous qui faites un peu de droit de l'environnement, c'est archi classique. Ça n'exclut pas qu'il peut y avoir quelques éléments intéressants à examiner, mais on est face à un contentieux assez classique où la Cour fait application assez classiquement du test du centre de gravité de l'acte pour déterminer la base juridique appropriée. Je vais évoquer ça rapidement dans un premier point, ça va être très rapide parce que ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder, c'est plutôt sur le second aspect. Parce que si on dépasse cette problématique-là, si on regarde un petit peu plus précisément ce que la Cour nous dit dans cet arrêt, on s'aperçoit que finalement l'affaire est aussi l'occasion pour la Cour d'apporter des précisions, en tout cas d'entrer dans un débat, et d'apporter des précisions sur les conditions d'exercice à l'externe de compétences partagées entre l'Union européenne et les États. Et donc finalement, c'est l'occasion pour la Cour de venir préciser les conditions de la mise en œuvre de la mixité. Et en particulier, la Cour prend position, de manière contestable encore une fois, dans un débat qui agite beaucoup la doctrine initialement, les institutions aujourd'hui, qui est celui de la mixité facultative et de la mise en œuvre de la mixité facultative. Et cette affaire, elle est intéressante pour ça. Elle est intéressante parce qu'on est dans le débat de la recherche du critère de mise en œuvre de la mixité facultative. Alors, sur l'aspect plus classique, et donc je verrai ça dans un deuxième point, sur l'aspect plus classique, là je vais aller assez vite, même si vous avez l'occasion de relire l'arrêt, notamment pour ceux qui travaillent sur l'environnement, il me semble que l'affaire n'est pas inintéressante aussi bien du point de vue du droit de l'environnement que du droit des relations extérieures. Alors, la Cour se livre à une analyse assez classique, assez traditionnelle de la nature et du contenu de l'acte et des buts qui poursuivent. Au-delà au terme de l'examen, elle considère que les questions de pêche sont accessoires dans les deux actes en cause, que les questions de pêche sont accessoires et que les éléments prédominants, les éléments principaux, sont relève plutôt de la politique de l'environnement. Vous noterez, juste pour mémoire, je vous le signale simplement si vous voulez creuser l'affaire, vous noterez la manière dont la Cour interprète, à ma connaissance c'est une des premières fois, mais peut-être que vous savez ça mieux que moi, elle interprète l'article 3, paragraphe 1er, notamment l'expression « dans le cadre de la politique commune de la pêche », c'est-à-dire qu'il y a eu un débat sur la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire les mesures relatives à la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la PCP. Il y a un débat, la Commission veut avoir une approche assez large pour dire oui, bon, finalement, dans le cadre de la PCP, c'est en gros quand ça concerne la pêche, mais c'est pas obligé d'être dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la politique commune des pêches. Et ça peut être plus large. Et la Cour dit non, si c'est marqué, si c'est dans le cadre de la politique commune des pêches, c'est dans le cadre de la politique commune des pêches, telle qu'elle est la politique prévue par les traités à l'article 38 et suivant du TFUE, et donc c'est bien c'est bien dans le cadre de la politique commune des pêches. C'est donc indissociable, la Cour nous dit, de la politique commune des pêches.
vous irez voir aussi, c'est assez intéressant, enfin c'est relativement intéressant, la manière dont la Cour évacue la question de l'application de l'article 11 sur la clause de cohérence environnementale ou la clause d'intégration environnementale. Elle qualifie l'environnement, alors ça c'est vous qui pouvez me dire si c'est nouveau ou pas, ça a été relevé par certains de mes collègues, mais je ne suis pas assez spécialiste de droit de l'environnement pour le dire. Elle qualifie l'environnement comme un domaine de compétences autonome, ce qui justifie que lorsqu'une mesure relève de l'environnement, elle doit être fondée sur les dispositions pertinentes en matière de droit de l'environnement. Et ce qui n'est pas révolutionnaire, j'en ai bien conscience, mais je ne savais pas si elle l'avait déjà qualifié ainsi. Le second argument est plus intéressant, donc ça c'était l'argument qui est fondé sur la pêche. Le second argument, c'est l'argument qui est fondé sur l'article 3, paragraphe 2. C'est-à-dire, l'argument de la Commission, c'est de dire que même si les actes ne relèvent pas de la pêche, mais relèvent de l'environnement, ce que la Cour finit par dire, mais ce que la Commission nous dit, même s'ils ne relèvent pas de la pêche, mais qu'ils relèvent de l'environnement, ils n'en relèvent pas moins d'une compétence exclusive, ils ne tombent pas moins sous le coup de la compétence exclusive, par application des critères de l'article 3, paragraphe 2, tirés de la jurisprudence AETR. L'argument est là encore, il est rejeté par la Cour, mais il est assez intéressant, au moins pour deux raisons qui concernent plutôt le droit des relations extérieures. La première raison, c'est que la Cour en profite pour préciser le champ d'application de l'article 3, paragraphe 2. Elle énonce, et à ma connaissance c'est la première fois qu'elle le dit, elle énonce que la compétence dont l'Union dispose au titre de l'article 3, paragraphe 2, qui renvoie à la conclusion d'un accord externe, c'est le terme qui est utilisé, elle dit que, c'est le point 112 si vous voulez aller voir, elle dit que donc cette compétence dont dispose l'Union européenne concerne non seulement la conclusion, ce qui est explicitement prévu par l'article 3, paragraphe 2, mais également en amont, lors de la négociation de l'accord, et en aval, lorsqu'une instance est amenée à adopter une décision de mise en œuvre de l'accord, d'exécution de l'accord. Donc autrement dit, le champ d'application rationné temporis de l'article 3, paragraphe 2 couvre toute la vie de l'accord, pour reprendre une expression de la Cour dans une autre affaire, couvre toute la vie de l'accord, c'est-à-dire depuis la négociation de l'accord jusqu'à sa mise en œuvre et son extinction. Ce qui peut paraître être pouvait paraître être assez évident, mais ce qui ne l'était pas tant que ça, enfin en tout cas elle ne l'avait jamais dit de façon aussi claire, et ce qui n'est pas inintéressant quand on sait que, s'agissant par exemple de l'exécution des arrêts, des accords, donc l'article 218, paragraphe 9, si vous prenez la jurisprudence OIV de 2014, donc l'Office international du vin, dans sa jurisprudence, dans l'arrêt OIV, la Cour avait retenu une interprétation très large de l'article 218, paragraphe 9, puisqu'on était même dans l'hypothèse d'une organisation internationale dont l'Union n'était pas partie, n'était pas membre, pardon, une organisation dont l'Union n'était pas membre, et elle avait sciemment passé sous silence la question de la compétence dans cette affaire-là. Et du coup, si on met en parallèle à la fois l'interprétation large de l'article 3, paragraphe 2, et l'interprétation large de l'article 218, paragraphe 9, potentiellement on a un foyer de contentieux assez explosif ici, à mon avis. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas inintéressant que la Cour écarte le raisonnement fondé sur AETR, c'est la motivation qui est retenue par la Cour. Comme vous savez, il y a affectation des règles internes par application de la jurisprudence AETR, il y a application des règles internes lorsque les engagements externes couvrent en grande partie le domaine des règles internes ou ont une incidence sur le sens, l'efficacité, la portée des règles internes. En gros, lorsqu'il y a une confrontation entre les deux. Soit une confrontation matérielle, soit une confrontation dans la mise en œuvre. Et la Cour exige, et ça c'est assez récent, c'est pas nouveau, mais c'est assez récent, elle exige en fait que la Commission apporte la charge de la preuve de l'affectation. Jusqu'à présent, la Cour, enfin en tout cas jusqu'à un arrêt de 2014, la Cour, la question ne se posait pas, c'est-à-dire que l'argument était invoqué, la Cour examinait l'argument. Aujourd'hui, la Cour, non seulement elle vérifie quand même au fond, mais elle commence d'abord par regarder si la Commission a apporté, parce que c'est en général la Commission qui invoque l'affectation, si la Commission a invoqué
des preuves suffisantes pour prouver, pour invoquer des éléments suffisants pour prouver l'affectation. Donc c'est sur la commission, en tout cas c'est sur l'institution qui invoque la charge de qui invoque l'affectation, que repose la charge de la preuve. Et ça c'est assez nouveau. Et moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Enfin je trouve ça assez incohérent. Je trouve ça assez incohérent parce que du coup ça restreint nécessairement un peu le contrôle de la Cour, puisqu'il est subordonné aux éléments de preuve qui sont apportés par les parties. Et je trouve que c'est pas cohérent avec l'objet de ce dont on parle. C'est-à-dire que c'est pas cohérent avec le fait qu'on est quand même dans un contentieux de la base juridique, dont la Cour nous a dit depuis longtemps que c'était une question d'importance et de nature constitutionnelle. C'est l'avis de 2000, si je me trompe pas. Et du coup, je trouve qu'il est pas très... Enfin, je trouve que c'est une question qui pourrait être en soi une question quasiment d'ordre public, de vérifier ou pas l'affectation à partir et qu'en tout cas, ça pourrait être, à défaut d'être un moyen d'ordre public, ça pourrait au moins être examiné dans son entièreté par la Cour, sans que ce soit restreint par des problèmes liés à l'insuffisance ou pas de la preuve ou des preuves apportées par les parties qui l'invoquent. Donc voilà pour les éléments qui concernent le volet... on va dire le volet plus classique, même si vous voyez, même dans le volet plus classique, on peut encore trouver des choses un peu à commenter. S'agissant maintenant du volet un peu plus innovant, on va dire, ou de la dimension un peu plus innovante, concernant la question de la mixité facultative et la mise en œuvre des compétences partagées. C'est la partie la plus novatrice de l'arrêt. C'est celle qui soulève aussi le plus d'incertitudes sur la capacité d'action autonome de l'Union dans les enceintes internationales. La Commission avançait, pour finir, un argument qui était tiré de la distinction qu'il y avait à opérer, ou qu'il y a à opérer selon elle, entre le partage de la compétence, l'environnement est une compétence partagée, entre le partage de la compétence et la mixité de l'action. Autrement dit, ce que nous disait la Commission, c'est qu'il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre partage de la compétence et mixité, sans quoi elle a raison. Et qu'elle prétendait que dans le cas d'espèce, quand bien même on était en compétence partagée, l'Union aurait quand même pu, voire dû, exercer seule la compétence. Et ce faisant, la Commission cherche à attirer la Cour dans un débat, et à tirer par avantage d'un débat qui s'est noué entre elle, le Conseil et les États membres, et même la Cour désormais, et qui concerne donc les conditions d'exercice à l'externe d'une compétence partagée. Alors, juste pour rappel, 2 mots sur les 2 hypothèses de mixité. Soit la mixité est obligatoire, soit elle est facultative. La mixité, elle est obligatoire lorsque un accord, ou une décision dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord, c'est pareil, lorsque un accord couvre un champ qui, pour partie, relève des compétences exclusives des États, ou réservées des États. À partir du moment où vous avez dans un accord une goutte, un élément qui relève des compétences des États, et qui ne relèvent pas des compétences de l'Union, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix juridique que d'avoir une conclusion conjointe de l'accord par l'Union et les États. Ou, dans le cas d'une organisation internationale, une participation conjointe de l'Union et des États à une prise de décision. Ça, c'est la mixité qu'on qualifie d'obligatoire. Et puis, vous avez une autre hypothèse de mixité qui est, en pratique, en réalité, beaucoup plus fréquente, parce que des hypothèses de compétences totalement réservées des États membres, il n'y en a plus tant que ça, en réalité. Donc vous avez une autre hypothèse, qui est l'hypothèse où vous avez un accord, ou une décision de mise en œuvre d'accord, qui, totalement ou partiellement, relève d'une compétence partagée entre l'Union et les États, par exemple un accord en matière d'environnement. Et là, dans ces cas-là, on considère, depuis toujours, que dans ces cas-là, il y a un choix. Et que ce choix est un choix qui repose principalement sur le Conseil, et donc les États, qui détermine, dans une hypothèse de compétence partagée, qui détermine si l'Union conclut ou adopte la décision seule, ou si elle le fait conjointement avec les États. Donc pendant très longtemps, on a considéré que la mixité facultative renvoyait à un choix politique. Ce n'était pas une question juridique, c'était d'abord et avant tout une question politique.
quand il y avait un partage de la compétence, le Conseil déterminait au cas par cas, ce qui est d'ailleurs pour ça que vous avez parfois des choses qui sont un peu incohérentes. Quand vous regardez la réalité de la pratique conventionnelle de l'Union, vous avez parfois des accords qui sont mixtes, d'autres accords qui ne sont pas mixtes, et vous ne trouvez pas de critères rationnels qui vous permettent de déterminer. Parce que juridiquement, il n'y en a pas. C'est politique. Et la Cour a toujours semblé valider, en fait, le caractère politique de ce choix. Si vous prenez toute sa jurisprudence jusqu'à une jurisprudence récente, elle n'a jamais vraiment cherché à tirer les conséquences du partage de la compétence. Je ne sais pas, je vous renvoie encore une fois à l'avis de 2000, par exemple, sur le protocole de Carthagène en matière d'environnement. La Cour termine l'arrêt, dans le dispositif, elle dit que le protocole de Carthagène relève d'une compétence partagée entre la communauté à l'époque et les États. À charge pour la communauté et les États de décider comment ils veulent gérer le truc. Tout ce que la Cour demande après, dans la gestion ensuite, c'est si vous avez une gestion mixte, alors vous devez respecter les principes de coopération étroite, d'unité dans la représentation internationale, etc. Mais le passage du constat de l'existence d'une compétence partagée à ensuite la gestion de la compétence partagée, c'est-à-dire que qui décide comment on exerce la compétence partagée, ça c'était laissé à la libre appréciation du Conseil. Jusqu'à l'avis de 15. Dans l'avis de 15, qui concerne l'accord de libre-échange avec Singapour, entre l'UE et Singapour, dans l'avis de 15, la Cour a eu une expression assez étrange, puisqu'en fait, elle a considéré que certaines dispositions de l'accord, notamment tout ce qui concernait les investissements autres que directs, investissements étrangers autres que directs, elle a considéré que certaines dispositions de l'accord relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États, au titre de la libre circulation des capitaux, et elle en a tiré la conséquence, je cite, que la section A du 10 chapitre, donc les dispositions de l'accord qui étaient concernées, ne saurait être approuvée par l'Union toute seule. Donc la Cour a fait croire à tout le monde que quand on est en compétence partagée, il ne peut pas y avoir, l'Union ne peut pas approuver toute seule. Donc ça a suscité chez les spécialistes, notamment les institutions et les spécialistes, des tas de débats pour savoir qu'est-ce que la Cour a bien voulu dire là, puisque la Cour avait l'air de nous dire qu'il n'y a pas de différence à faire entre partage de la compétence et mixité de l'action. Ou en tout cas, que quand il y a partage, il y a mixité. C'est ce qu'elle avait l'air de nous dire dans l'avis de 15. C'est ce qui explique que dans l'arrêt Cotif en 2017, en décembre 2017, donc qui est aussi un arrêt commission contre conseil, elle a joyeusement rétro-pédalé en disant que non, c'était pas tout à fait ce qu'elle avait voulu dire. Vous irez pouvoir plus en détail, c'est dans le point 68 de l'arrêt Cotif, qui d'ailleurs n'a rien à faire là. Si vous relisez, vraiment, elle a choisi ce prétexte-là de l'arrêt Cotif pour revenir sur ce qu'elle avait dit dans l'avis de 15. Et elle dit non, dans l'arrêt Cotif, elle nous précise ce qu'elle a fait, elle dit non, mais dans l'avis de 15, la Cour s'est juste bornée à prendre acte de l'impossibilité au sein du Conseil d'avoir la majorité requise pour laisser l'Union exercer seule sa compétence. Autrement dit, la Cour dit, je n'ai pas, dans l'avis de 15, je n'ai pas voulu lier les deux, partage de la compétence et mixité. C'est juste, j'ai tiré les conséquences d'un constat politique qui est qu'il n'y avait pas la majorité au sein du Conseil pour laisser l'Union agir seule. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Et tout cela donc, a alimenté on va dire un débat, ou en tout cas un débat qui du coup conduit à une sorte de nouvelle étape dans le contentieux des relations extérieures. Oui, c'est ça, dans le contentieux des relations extérieures portant sur les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous quelques réserves et précisions, les règles de distribution des compétences externes sont assez bien établies et la jurisprudence est assez stabilisée. Il y a quelques éléments sans doute encore à préciser, mais globalement, on sait les conditions dans lesquelles l'Union a une compétence partagée ou a une compétence exclusive à l'externe. Aujourd'hui, le contentieux se déplace un petit peu, et aujourd'hui, ce qui est le plus mis en avant, c'est la quête d'un critère. C'est la quête d'un critère qui permet de déterminer les conditions, dans quelles conditions l'Union agit seule, et dans quelles conditions elle agit conjointement avec ses États lorsqu'on est en situation de compétence partagée. Ce qui est le cas ici, puisqu'on est dans le cadre de l'environnement. Et
Et donc c'est exactement la question que lui pose la Commission. C'est-à-dire que la Commission dit, on est dans un cas d'école par rapport à un problème de mixité facultative. Parce qu'on est en compétence partagée, la Cour a établi, et la Commission dit, ok, si on est en compétence partagée, alors il faut trouver un critère qui justifie que l'Union aurait dû agir toute seule. Et la Cour de justice, au lieu de renvoyer au choix politique du Conseil, ce qu'elle avait jusqu'à présent toujours fait, elle part à la recherche d'un critère juridique. Et elle trouve ce critère dans le respect du droit international, et en particulier, en l'espèce, dans le système conventionnel sur l'Antarctique, au sein duquel s'inscrit la CAMLAR, la commission en question. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Cour ? Elle nous dit, d'abord, elle confirme la possibilité de la mixité facultative et le fait qu'il ne faut pas confondre partage de la compétence et mixité. Je la cite, la seule circonstance qu'une action de l'Union sur la scène internationale relève d'une compétence partagée entre celle-ci et les États n'exclut pas la possibilité que le Conseil recueille en son sein la majorité requise pour que l'Union exerce seule cette compétence. Donc autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a partage de la compétence qu'il y a forcément mixité. L'Union peut exercer toute seule. Et puis elle introduit l'idée selon laquelle lorsque l'Union décide d'exercer cette compétence, sans préciser, donc seule ou conjointement, avec les États, un tel exercice doit se faire dans le respect du droit international. Ce qui évidemment ne prête pas... c'est pas nouveau. Depuis l'arrêt Raquel, Yatta, les arrêts dans lesquels la Cour dit que l'Union doit exercer ses compétences conformément au droit international, ça ne pose pas de problème. Et à partir de cette considération très générale, l'Union doit respecter le droit international, elle entre dans le cadre spécifique de la convention, du système conventionnel sur l'Antarctique, pour considérer que ce cadre, qui est donc le droit international que l'Union doit respecter, pour considérer que ce cadre rend impossible l'exercice par l'Union de sa compétence toute seule. Ou autrement dit, rend nécessaire la participation conjointe des États. C'est deux fois la même chose. Pourquoi ? Principalement pour deux raisons. D'abord parce que la Convention de Canberra, c'est-à-dire la convention dans laquelle s'inscrit la CAMLAR, la Convention de Canberra n'accorde pas à l'Union un statut autonome par rapport à ses États. Autrement dit, l'Union ne peut pas devenir membre de la CAMLAR si ses États ne le sont pas. Et ensuite, parce qu'il faut prendre en considération la cohérence d'ensemble du système conventionnel sur l'Antarctique. Et alors, dans ce système conventionnel d'ensemble, le système conventionnel sur l'Antarctique, le traité sur l'Antarctique, les États, et non pas l'Union, disposent d'un statut de partie consultative, et qu'en tant qu'elles sont des parties consultatives, elles ont des droits et des responsabilités particuliers, que les parties à la Convention de Canberra, qui ne sont pas signataires du traité sur l'Antarctique, c'est-à-dire dont ce qu'est l'Union européenne, doivent respecter. Autrement dit, si je dis les choses de manière plus simple, la mise en œuvre des accords qui relèvent du système conventionnel sur l'Antarctique, auquel appartient la Convention de Canberra, donc la mise en œuvre des accords qui relèvent du système conventionnel sur l'Antarctique repose prima facie sur les parties consultatives au traité sur l'Antarctique, sur les parties dénommées comme étant des parties consultatives au sein du traité sur l'Antarctique. Et la Cour de conclure que permettre à l'Union d'agir seule, c'est la conclusion, le dernier attendu, le dernier point, permettre à l'Union d'agir seule dans ce contexte risquerait, eu égard à la place particulière de la Convention de Canberra au sein du système conventionnel sur l'Antarctique, de compromettre les responsabilités et les prérogatives de ces parties consultatives, ce qui pourrait affaiblir la cohérence du dit système conventionnel. Alors, moi je trouve cette position assez surprenante, au moins pour plusieurs raisons. Assez surprenante, au moins pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord la référence à l'absence de statut autonome de l'Union au sein de la CAMLAR, de la Commission. Si vous regardez un tout petit peu ce qu'est la réalité de la participation de l'Union européenne aux organisations internationales, vous n'allez pas trouver beaucoup d'organisations internationales au sein de laquelle l'Union a un statut autonome, à part peut-être les organisations de pêche. Mais par nature, l'Union européenne, c'est une organisation régionale d'intégration économique. Elle jouit souvent d'un statut d'organisation régionale d'intégration économique, mais souvent, elle n'a pas de statut autonome par rapport à ses États. Donc ça me paraît être un argument, mais un argument qui
Enfin, du coup, ça s'applique pour toutes les conventions. Enfin, c'est tellement général que c'est presque un argument qui n'en devient plus un, quoi. Ensuite, l'autre raison, c'est que je ne comprends pas pourquoi le système conventionnel en cause, puisqu'on nous dit qu'il serait affaibli, ça affaiblirait la cohérence du système conventionnel sur l'Antarctique. Je ne comprends pas pourquoi le système conventionnel en cause serait plus affaibli en situation de compétence partagée qu'en situation de compétence exclusive. Il ne faut pas oublier que les 3/4 de l'activité de la CAMLAR, c'est de la pêche. Or, en matière de pêche, personne ne se serait posé la question de savoir si l'Union allait déposer seule ou pas la position. C'était évident que c'était toute seule, puisque c'est une compétence exclusive par nature au sein du traité. Donc elle aurait déposé seule. Et le fait que l'Union dépose seule la proposition, ça n'empêche pas les États d'être là. Ils ont le droit d'être présents. On n'est pas dans une organisation régionale de pêche où l'Union remplace les États. Là, on est dans une organisation où les États sont présents. Simplement, ce n'est pas en leur nom que la proposition est faite. Mais ça ne change rien au fait qu'ils peuvent encore être là. Et puis enfin, et surtout, parce que c'est surtout ça qui est le plus... Enfin, la raison pour laquelle je trouve l'arrêt un peu surprenant, c'est qu'on peut se demander si la référence au droit international ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union, auquel par ailleurs, d'ailleurs, la Cour de justice est si attachée. Parce qu'il me semble que c'est une chose de dire que l'Union doit exercer ses compétences dans le respect du droit international, ce que personne ne conteste. Mais c'est aussi une autre chose de considérer que le droit international est le critère à l'aune duquel doit se résoudre une question qui est une question d'ordre constitutionnel interne à l'Union européenne, à savoir les conditions d'exercice d'une compétence partagée entre l'Union et les États. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez perturbant dans la position de la Cour, puisque finalement, surtout quand on sait que la Cour de justice a toujours rechigné à introduire des considérations tirées du droit international public, lorsqu'il s'agit d'aborder la question des rapports particuliers ou de la nature particulière des rapports existants entre l'Union et les États. Il y a plein de principes du droit international public qui ne s'appliquent pas en droit de l'Union. Le principe de réciprocité, par exemple, qui était au cœur de l'arrêt Acmea et de la vie 1.17, il ne s'applique pas en droit de l'Union. Et c'est bien d'ailleurs tout ce qui fait la différence entre Acmea et 1.17. Dans un cas, on est dans un rapport de droit interne, dans l'autre cas, on est dans un rapport de droit international. Et donc finalement, je trouve qu'il y a quelque chose qui me surprend dans le fait de dire que c'est finalement le respect, le mécanisme international dans lequel s'insère l'Union européenne qui va déterminer, alors même que la Cour a toujours dit que c'était une question d'ordre interne qui ne concernait pas le système conventionnel, mais là c'est ce système conventionnel qui va déterminer la manière dont on va décider, si c'est l'Union, la manière dont on va décider comment les compétences partagées vont être exercées. Et simplement une question, les parties avaient avancé des éléments en ce sens, l'avocate générale... Alors ce qui est assez intéressant, c'est la démarche de l'avocat général, justement. Parce que l'avocat général, elle avait procédé d'une manière complètement différente, et à mon avis plus intéressante. Pas forcément complètement convaincante, mais plus intéressante. Puisqu'en fait, elle aussi, elle était partie à la recherche d'un critère. Et elle avait essayé de chercher... Alors, elle avait cherché 2 critères, mais un plus intéressant qu'un autre, enfin en tout cas plus intéressant à discuter. Elle avait cherché la nécessité juridique, c'est le terme qui est employé dans ses conclusions. Elle a cherché la nécessité juridique pour les États de participer conjointement avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait fait application d'une sorte de principe de subsidiarité à l'envers, si je puis dire, ou de principe de subsidiarité inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher la nécessité de l'action de l'Union, ce qui est la règle de base de l'application du principe de subsidiarité, au lieu de rechercher la nécessité de l'action de l'Union, elle avait recherché s'il était nécessaire en l'espèce pour les États de participer. Évidemment, elle n'avait pas réussi à le démontrer, et donc elle avait considéré que non, il n'y avait pas de nécessité pour les États de participer conjointement avec les États, avec l'Union. Ce qui est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle avait proposé l'annulation des 2 décisions. C'est-à-dire qu'elle avait considéré que c'était bien de l'environnement, mais qu'il n'y avait pas de nécessité, que l'Union aurait dû agir toute seule, parce qu'il n'y avait pas de nécessité juridique pour les États, il n'y avait pas de nécessité juridique pour les États d'agir conjointement avec l'Union. Et il n'y avait pas de place non plus, c'est le 2e critère qu'elle recherche, il n'y avait pas de place non plus pour une participation volontaire. Alors la démarche de l'avocat général, elle est pas inintéressante, elle est un peu bizarre quand même, je trouve.
elle tord un peu le régime juridique des compétences partagées. Parce qu'il me semble quand même que le régime juridique des compétences partagées fait des États membres les titulaires premiers de l'exercice, du droit d'exercer les compétences. Si vous reprenez l'article 2, paragraphe 2, c'est l'Union n'agit que si les États... les États agissent et puis c'est l'Union agit, et alors les États perdent le droit d'agir. Enfin, c'est la règle de la préemption telle qu'elle est visée à l'article 2, paragraphe 2. Mais là où c'est intéressant, je trouve, c'est que ça renvoie à une logique de subsidiarité. Et pour conclure, je ne sais pas si la Cour doit répondre à ces appels aux juges ou à cet appel aux juges que lui lancent les institutions et en particulier la Commission sur la question de la mixité facultative et des critères de mise en œuvre de la mixité facultative. Peut-être devrait-elle, je ne sais pas, mais peut-être devrait-elle consacrer le caractère essentiellement politique d'une telle décision et se limiter à un contrôle très, très, très restreint. Il me semble que si elle doit introduire un critère, un des critères valables, ou en tout cas une des pistes en tout cas de réflexion, serait de s'appuyer sur les principes généraux du droit de l'Union, qui concernent l'exercice des compétences partagées, et en particulier les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Parce qu'il me semble qu'il y a effectivement un équilibre à trouver entre l'efficacité de l'action extérieure, qui requiert parfois que les États soient présents aux côtés de l'Union. Il y a des fois où l'Union toute seule ne peut pas agir, elle a besoin de ces États en termes d'efficacité. Et donc il faut trouver un équilibre entre l'efficacité de l'action extérieure de l'Union européenne et le respect du principe d'unité dans la représentation internationale de l'Union, qui parfois nécessite que l'Union soit toute seule. En tout cas que ce soit la pancarte Union européenne qui soit affichée devant. Et donc ça implique, à mon avis, que dans une situation de compétences partagées, comme c'est le cas en l'espèce, il faut déterminer, sur la base d'un test qui finalement s'apparente un peu à un test de subsidiarité, il faut déterminer si l'action de l'Union est nécessaire, si l'action conjointe de l'Union et de ses États est nécessaire, si l'action de l'Union a une valeur ajoutée par rapport à celle de ses États, ou pas. Et alors, j'ai bien conscience que c'est une application un peu particulière du principe de subsidiarité, parce qu'on change un peu les termes de l'alternative. Dans le cadre du principe de subsidiarité, c'est soit l'Union, soit les États. Là, c'est pas soit l'Union, soit les États. C'est soit l'Union toute seule, soit l'Union et ses États, à l'externe. Donc il y a une sorte d'application, et moi je milite un peu en ce sens, il y a une forme d'application un peu particulière du principe de subsidiarité à l'externe. Et notamment la référence au droit international, il me semble que ça réduit quand même l'autonomie de décision du Conseil, et ça porte une certaine atteinte, en tout cas où ça affecte l'ambition de l'Union de s'afficher comme un acteur visible sur la scène et autonome sur la scène internationale. Toute la question qui reste ouverte, c'est la portée de l'arrêt, parce que la Cour insiste beaucoup, voire lourdement, sur la spécificité du système conventionnel en cause. Ce qui est le cas, quand même. Alors, ce qui est le cas peut-être aussi voilà, ce qui est sans doute aussi le cas du point de vue du droit de l'environnement. Mais donc voilà, donc toute la question, ce sera de savoir est-ce que la Cour accepte vraiment de partir à la recherche d'un critère, à l'instar répondant ainsi aux sollicitations de plus en plus pressantes des États et de la Commission à ce sujet, ou si au contraire on est dans un cas qui est tellement spécifique que finalement on est dans un arrêt complètement d'espèce. Et ça, c'est l'avenir qui le dira. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.